les deux hémisphères étaient supposés avoir des fonctions identiques, comme nos deux reins, ou nos deux poumons, qui ont exactement le même rôle. Pour la première fois, il apparaissait donc que, les deux hémisphères cérébraux n'étaient pas identiques, pas fonctionnellement interchangeables. Le cerveau humain, composé de structures minuscules et mécanismes invisibles à l'œil nu, est particulièrement difficile à explorer. Jusqu'à récemment, les recherches sur le fonctionnement du cerveau étaient limitées. Le seul moyen, dont les scientifiques disposaient, pour localiser les zones de contrôle des fonctions, telles que la vue, les émotions ou la parole, était de trouver des personnes dont les facultés avaient été altérées suite à un accident, puis d'attendre qu'elles décèdent pour examiner leur cerveau. Il a fallu des siècles de réflexion avant que l'être humain ne réalise que le cerveau est le siège de la pensée et de la conscience. Les Égyptiens retiraient le cerveau de leur momie, car ils le considéraient comme un simple radiateur. Aristote, lui aussi, pensait que le cerveau servait à refroidir le sang, surchauffé par l'agitation émotionnelle du cœur. Pourtant, ce n'est certainement pas un hasard que le cerveau est fortement protégé par une structure osseuse appelée le crâne. Mais durant des siècles le crâne, abritant l'organe de la pensée, était associé à la mort. Cependant, à travers des siècles, les philosophes et les médecins ont acquis de solides connaissances sur le cerveau. En 1861, il arrivait au service de chirurgie, du neurochirurgien français, Paul Broca, de l'hospice de Bicêtre, un patient pas comme les autres. Ce patient s'appelle Victor Le Borgne, devenu involontairement célèbre. La plupart des soignants et des patients de l'hospice le surnommaient Tantan, car il ne peut presque pas parler, mis à part une seule syllabe, tant qu'il répétait en général 2 fois. Mis à part cela, ce monsieur comprend parfaitement bien ce qu'on lui dit. Monsieur Le Borgne avait ce qu'on appelle aujourd'hui une aphasie, une sorte de mutisme, un trouble de la production du langage. Alors qu'il ne souffrait d'aucune paralysie des muscles buccaux phonateurs, utilisés pour parler. Alité depuis près de 7 ans, dans un lit d'hôpital, car paralysé de tout le côté droit, il souffrait d'une grave gangrène. Malheureusement pour Le Borgne, Paul Broca ne put le sauver de la gangrène qui le rongeait, et il décédera quelques jours après son admission au service de chirurgie. Cependant, c'est à ce moment-là que Tantan entra dans l'histoire. Suite à son décès, survenu le 17 avril de la même année, Broca effectua une autopsie du cerveau de ce patient. Il constata une importante lésion de l'hémisphère gauche au niveau du lobe frontal. Alors, il conclut que le trouble fonctionnel de son patient est dû à la lésion qui se trouve au niveau du lobe frontal du cerveau. Et que si cette lésion était ailleurs, plus en arrière ou dans l'hémisphère droit, le patient, Monsieur Le Borgne, aurait peut-être eu d'autres symptômes, mais il n'aurait pas été aphasique. Paul Broca pensait avoir trouvé le centre unique du langage, mais ceci fut rapidement nuancé par la découverte d'autres zones impliquées dans le langage, notamment par le neurologue allemand Karl Wernicke. 10 ans après la découverte de Paul Broca, Karl Wernicke met en évidence une autre région impliquée dans la compréhension du langage. Elle est située dans la partie postérieure du lobe temporal gauche. En effet, un autre cas de patient aphasique, bien différent de Tantan. Au contraire du patient de Broca, celui de Wernicke est une vraie pipelette, mais son langage est incompréhensible, il invente des mots, et lui-même ne semble pas comprendre ce qu'on lui dit. À sa mort, Karl Wernicke autopsia le cerveau de son patient, et décrira de graves lésions au niveau de l'arrière du lobe temporal, une région qui prendra rapidement son nom, l'aire de Wernicke. Aujourd'hui, on sait qu'il existe un lien direct entre localisation cérébrale et fonction. Chaque région cérébrale est associée à une fonction particulière, motricité, vision, audition, langage, etc. La région atteinte chez Monsieur Le Borgne porte aujourd'hui le nom d'aire de Broca. Aujourd'hui nous savons aussi que plusieurs d'autres aires cérébrales formant un réseau sont importantes pour le langage.
Et inversement, l'aire de Broca est aussi impliquée dans d'autres fonctions. La deuxième grande découverte de Broca est celle de la spécialisation des deux hémisphères. Jusqu'à Broca, les deux hémisphères étaient supposés avoir des fonctions identiques, comme nos deux reins, ou nos deux poumons, qui ont exactement le même rôle. Pour la première fois, il apparaissait donc que les deux hémisphères cérébraux n'étaient pas identiques, pas fonctionnellement interchangeables. Après la découverte de Broca, pendant plus d'un siècle, les neurologues ont beaucoup appris de leurs patients cérébraux lésés. Il suffisait de bien observer les patients et leurs troubles fonctionnels, puis de récupérer leur cerveau après leur décès pour établir un lien entre localisation de la lésion et déficit fonctionnel. L'année 1950 a été marquée par l'apparition d'une nouvelle technique, en particulier avec l'école du chirurgien canadien Penfield. Afin de préserver les fonctions motrices du patient, lors de l'exérèse d'une tumeur cancéreuse du cerveau, ou d'un foyer elliptique, le patient était réveillé lors de l'intervention chirurgicale, afin de délimiter les régions à ne pas toucher. Bien sûr, le patient ne va rien sentir, car étant le centre nerveux par excellence, le cerveau n'est pas sensible à la douleur. En touchant ou stimulant électriquement une région cérébrale, on va établir la fonction de cette région. Car, le patient va informer, en direct, le chirurgien de ses sensations, comme je sens des fourmis dans mon pouce. Suite à ça, des cartes fonctionnelles, personnalisées du cerveau, pouvaient être établies pour chaque patient. Cette approche permettait pour la première fois de confirmer directement les travaux de Broca. À partir du moment où on s'assure que le malade il est bien réveillé, on va lui demander de faire les mouvements qu'on va lui proposer au cours de l'opération, c'est-à-dire les mouvements au niveau de la main, au niveau des doigts, mais aussi des mouvements au niveau des membres inférieurs. Il y a une personne qui se trouve en face du patient qui va lui expliquer les mouvements à faire, ici au niveau du pied, et ces mouvements vont être testés tout au long de l'opération et tout au long de l'exérèse de la lésion tumorale. On va maintenant préciser une cartographie corticale péropératoire. Avec ce stylet, on va tester le cortex et préciser exactement les zones qui sont responsables de la motricité du membre inférieur, du membre supérieur et de la face, qui sont notées par 1, 2, 3. On voit qu'il y a une veine et que la tumeur se trouve en avant de cette veine. La zone motrice va être évitée. On coagule maintenant cette lésion tumorale tout en restant en avant de la zone de la motricité, coagulation, aspiration, et en même temps on teste la fonction au niveau du pied et également au niveau de la main et de la face. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une tumeur un peu calcifiée, avec un peu de calcaire qui est dedans, qu'on enlève. Il s'agit d'une tumeur qui évolue tout doucement. Il a eu le temps de se calcifier. Ici, avec l'ultrason, on va encore fragmenter cette tumeur et essayer de l'enlever le maximum possible, tout en respectant la motricité, tant au niveau du pied, qui sera testé régulièrement au cours de cette opération. Le patient, lui, il participe de façon tout à fait active à ce genre de test, en même temps qu'on enlève cette tumeur. Il s'agit là d'une tumeur qui se trouve proche de la ligne médiane, proche d'un sinus veineux. Le saignement est un peu abondant, et après l'exérèse de cette tumeur, on ferme la dure mère qui protège le cerveau,
et l'hémostase sera assurée de façon tout à fait bien. En tout cas, on essaye. Et puis après, on prépare l'os, le volet, pour fermer la craniotomie. Donc, le volet osseux, comme je dis, elle était opérée, ce patient, il y a plusieurs années auparavant. Donc, on voit les traces de la première opération. Et ici, on ferme le cuir chevelu. Vous êtes bien réveillé, dites-moi. Bien. J'ai la jambe vers le haut comme ça. Allez-y, encore, c'est bien. Est-ce que vous sentez qu'il y a un manque de force ici? Non? C'est pareil que de l'autre côté? Oui? C'est pareil. Et le bras, alors, mettez le bras vers le haut. Ici, fort. Comme ça. Tenez la main comme ça. Oui? Ouvrez bien les doigts. Ouais, c'est bien. Serrez-moi la main fort. Serrez. Fort. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, c'est terminé, hein? Oui. Parfait, ça s'est bien passé. Ce n'est pas par sa taille que le cerveau humain est impressionnant, mais plutôt par sa complexité. Car, celui de l'éléphant dont la mémoire est légendaire fait 4 à 5 kg. Le cerveau humain pèse à peu près 1,5 kg en moyenne, constitué de 2 hémisphères, gauche et droit, qui ont des rôles assez différents. Il rassemble des petites structures vitales qui rythment notre vie, sommeil, respiration et battements cardiaques. C'est pour cela, sans doute, qu'il est très protégé et difficile d'accès, car son atteinte est en général fatale. Le cerveau est un organe d'apparence homogène, organisé en régions ayant des spécificités fonctionnelles différentes, ce qui n'est pas le cas des autres organes. Par exemple, des cellules du foie font toutes le même travail, quelle que soit leur position dans l'organe. Ces dernières années, grâce au développement de la technologie d'imagerie cérébrale, telle que l'IRM fonctionnel, l'EEG, les neuroscientifiques ont pu visualiser l'activité électrique du cerveau, induite par l'exécution de tâches ou de processus cognitifs donnés. Ce qui a permis une analyse approfondie de son fonctionnement, et de dresser une carte détaillée de cet organe, jusqu'à alors, territoire totalement mystérieux. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et aussi à la partager, cela m'encourage à mettre plus de vidéos.